tous, au sommaire de cette émission, le Canada discours du trône, que retenir? Le Mali, le nouveau président de transition a prêté serment. De quoi sera fait demain? La Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui s'entête et le président, l'ancien président Konan Bédié appelle à la désobéissance civile. Au Congo, RD Congo, c'est sang qui coule sans arrêt. Voilà, c'est ça pour les titres. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui quelqu'un qui est né au Congo, qui est passé par l'Afrique de l'Ouest et qui y a travaillé longtemps et qui vit actuellement au Congo, monsieur Victor Ngalamo, à qui j'ai dit bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Eh bien, merci d'être venu partager avec nous ce moment aujourd'hui. Et pour commencer, si on peut suivre le Canada. Une cérémonie traditionnelle adaptée à des circonstances exceptionnelles. Un discours du trône prononcé devant une foule réduite, des dignitaires masqués et des chefs de parti absents, atteints de la COVID-19. Rarement toutefois, l'humanité a-t-elle fait face à un ennemi commun aussi insidieux. Le gouvernement Trudeau envoie un signal clair. Whatever it takes. L'heure n'est pas à l'austérité. L'aide est là pour rester. Le gouvernement veut que le programme de subvention salariale aux entreprises soit prolongé jusqu'à l'été 2021. Le régime d'assurance-emploi inclurait plus de Canadiens quand la prestation canadienne d'urgence viendra à échéance. Le gouvernement veut aussi créer 1 million d'emplois grâce à des incitatifs et des investissements. Pour offrir plus d'expériences professionnelles rémunérées aux jeunes Canadiens l'an prochain. De l'aide pour aider les femmes à retourner au travail. Il est plus important que jamais de disposer de possibilités de garde souple pendant l'école primaire. La promesse de bâtir un système de garde d'enfants inspiré du Québec à l'échelle du Canada. Sur le front de la santé, les libéraux n'hésitent pas non plus à s'immiscer dans la sphère des provinces. Ottawa veut améliorer les efforts de dépistage, investir dans les soins de longue durée et établir des normes nationales. The government remains committed to a national universal pharmacare program. Here you go. Les libéraux maintiennent leur promesse d'un régime national d'assurance médicaments. Fidèle à sa marque de commerce, Justin Trudeau promet une relance verte. Emploi vert, rénovation énergétique, transport en commun, véhicules électriques et des cibles climatiques encore plus ambitieuses. Un plan qui permettra de surpasser les objectifs climatiques du Canada pour 2030. Combien coûtera cette vision? Il faudra attendre une mise à jour économique cet automne pour voir les premiers chiffres. Ottawa ne fixe pas de cadre précis de contrôle des dépenses. Guided by values of sustainability and prudence. Promet d'être guidé par la prudence et de trouver de nouvelles sources de revenus. Les géants du Web empochent l'argent des Canadiens et imposent leurs propres priorités. Les choses... Comme vous l'avez suivi, donc beaucoup de promesses. Et d'abord, un discours du trône avec deux masques. Qu'est-ce que ça vous inspire, M. Victor? La prudence. Je pense que tout le monde est prudent. Parce qu'il y a eu deux chefs de parti qui n'étaient pas présents, en fait. Oui. Donc, je crois que la COVA a dit qu'il faut faire attention. Il faut être extrêmement prudent parce que ce n'est pas une blague. Effectivement, oui. Donc, le Premier ministre canadien Trudeau a fait beaucoup de promesses. Je peux citer ici, par exemple, financer des plans de garderie, créer un régime universel d'assurance médicaments, et je crois que ce sera pour la première fois ici au Canada, prolonger la subvention salariale jusqu'à l'été, bonifier le régime d'assurance emploi, investir dans les technologies vertes, et puis offrir le plus grand investissement de l'histoire canadienne en formation des travailleurs. Est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que vous pensez que les Canadiens capables de supporter tout ça avec la COVA et de toutes les dépenses qu'on a pu faire? Mais je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes quant à ces dépenses. Il y a eu des voix qui se sont élevées pour dire que toute cette longue liste n'a pas été chiffrée. Alors, oui. Ce serait important de savoir combien ça va coûter. Parce que jusque-là, ce sont encore des promesses. Oui. Parce que je crois que si on arrive à réaliser tout cela, on sera au-delà des 400 milliards. 400 milliards. Peut-être c'est beaucoup. Oui, ça va être une très grosse dette. Et on se demande comment le gouvernement va revenir à l'équilibre fiscal. Mais comme il a dit, le Premier ministre, c'est mieux que le gouvernement puisse s'endetter au lieu que la population puisse s'endetter.
Est-ce que c'est un raisonnement logique et normal? Il faut rembourser. Le gouvernement va devoir rembourser cet argent. Oui, parce que je pense que le gouvernement, les taux de remboursement est moindre que quand c'est un citoyen. Ça ne fait rien, mais il faudra quand même rembourser. Et c'est la population, en fait, le contribuable qui va devoir rembourser. C'est exactement ça. Mais je crois que c'est quand même une bonne affaire, parce qu'en cette période difficile de la COVID, qu'il est important que le gouvernement puisse faire quelque chose et tous les pays du monde le font. En fait. Oui, je pense que le gouvernement n'a pas beaucoup de choix que d'aider la population pendant cette période difficile de la COVID. Alors, l'inquiétude, c'est juste d'où est-ce que cet argent va venir. Mais je pense que si le gouvernement l'a promis, ce que le Canada est capable de le faire. Sauf que le problème, c'est que comment on va devoir financer tout cela. C'est vrai qu'il y a l'argent, si le gouvernement peut s'entêter, mais est-ce que je me demande si finalement on ne finira pas par payer beaucoup de taxes et plus tard pour essayer de combler toutes ces choses-là. Il faudra bien à un moment donné trouver l'argent pour combler ces trous. Oui, mais sinon, je pense que c'est quand même, ce sont des promesses qui sont très importantes à ce moment difficile, et spécialement à ce qui concerne, par exemple, l'assurance médicaments. Mais sauf que je me dis, si par exemple le gouvernement prend en charge l'assurance médicaments, ça va être des dépenses très lourdes. Ah oui, absolument. Ça va être des dépenses très lourdes. Et il semble qu'il y a une partie aussi à ce qui concerne la diversité. Je ne sais pas si vous avez suivi. Le secrétaire semblait parler de rapprocher les gens, le multiculturalisme et tout ça. Je crois qu'il a parlé de le problème des langues aussi, en fait. Je n'ai pas suivi cette partie-là. Ah oui, donc il a parlé de ça. Je crois que c'est quand même quelque chose d'important. Moi, je trouve que personnellement, ce sont des bonnes promesses, mais le problème, c'est au niveau du financement. En fait. Oui, je pense aussi. Mais comme on dit, qui vivra verra. Oui, c'est ça. Les deux nouveaux hommes forts du Mali. À gauche, en blanc, l'ancien officier Bando, désigné président de la transition. À droite, son vice-président, le colonel Assimi Goïta. Un mois après le coup d'État, ils ont successivement prêté serment devant le président de la Cour suprême. Au nom de la vérité des urnes, qui doit être la seule norme en démocratie, je combattrai sans concession les scrutins au coût astronomique. Cette double investiture est censée donner le coup d'envoi d'une transition de 18 mois, le temps de préparer des élections générales crédibles et transparentes et de ramener les civils à la tête du pays. Première tâche pour Bando, nommer un Premier ministre. Le président de la transition qui s'est engagé à respecter tous les textes internationaux signés par le Mali, comme l'accord d'Alger avec les rebelles indépendantistes touaregs. Bando fait également de la lutte contre la corruption une priorité. Les défis semblent immenses dans un pays en plein marasme politique, économique et sécuritaire, mais beaucoup veulent croire en... Ah oui, comme vous avez suivi, donc le Mali a un nouveau président de transition. Mais avant qu'on puisse aller plus loin, mais il est arrivé enfin pas lui, mais par un coup d'État en fait. C'est suite à un coup d'État qu'il est arrivé. Et qu'est-ce que vous en dites en fait? Le coup d'État revient en Afrique ou est-ce qu'il fallait un coup d'État lorsque le pouvoir tantôt n'arrive pas à répondre aux désirata de la population? Je pense que c'est dommage qu'on arrive à un coup d'État, mais il faut rappeler qu'il y a eu une succession de coups d'État au Mali. Ouais. Le président Modibo Keïta avait été déposé par un coup d'État du général Moussa Traoré. Moussa Traoré lui-même a subi un coup d'État de ATT. Ouais. Et ATT a été déposé aussi par un coup d'État par un autre militaire. Et voici le coup d'État qui met fin au pouvoir d'Ibrahim Aboubacar Keïta. Oui, mais le problème en fait, c'est que c'est par rapport à ce nouveau pouvoir et puis la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, il y avait un représentant qui avait assisté à l'investiture du nouveau président. Mais je suis quand même surpris qu'ils disent qu'ils maintiennent les sanctions contre le Mali. Peut-être qu'ils veulent voir un peu comment les choses vont évoluer. Mais le nouveau pouvoir est là pour 18 mois, je pense. Oui, c'est pour 18 mois, oui. Donc, les élections vont se tenir dans 18 mois et puis le pouvoir va revenir aux civils. Mais qu'est-ce que vous pensez? Quel est le défi plus grand pour ce pouvoir-là? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est la confiance de la population?
Je pense qu'il y a la sécurité, d'abord, parce que n'oubliez pas qu'il y a des groupes djihadistes qui sont toujours actifs au Mali. Et je pense l'économique aussi. Ouais, La population souffre de difficultés économiques. C'est un moment difficile, Oui. Alors, 18 mois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut vraiment faire. Et vous pensez qu'un président qui était soldat de carrière et il est devenu civil, est-ce que avec un vice-président qui est lui-même un militaire, est-ce que ce n'est pas un peu un régime militaire? Oui, mais on attend la nomination du gouvernement. Il va nommer un Premier ministre, alors peut-être que le Premier ministre sera un civil. Et puis, si le gouvernement est civil, on peut espérer que la transition de 18 mois va se passer de façon correcte. Mais avec la présence du vice-président, le colonel Goïta, est-ce que ce n'est pas un peu garde-fou, quelqu'un qui sera là pour essayer de voir est-ce que ça va pas? Un peu comme si c'était le gardien du temple. Oui. Bon, je pense, selon les commentaires que j'ai entendus, c'est un homme intègre. Le nouveau président de transition, c'est un homme intègre. Et je pense que toute la classe politique lui fait confiance. En fait, je crois que c'est une étape franchie et tout ce que nous pouvons souhaiter au Mali, c'est que la population puisse se retrouver dans ce nouveau gouvernement et comme ils ont promis, qu'après 18 mois, qu'on puisse avoir un gouvernement, un pouvoir civil en fait. Tout à fait. D'une réunion avec divers partis de l'opposition, l'ex-président Henri Konan Bédié s'en est pris à la candidature controversée d'Alassane Ouattara. Face à la forfaiture, un seul mandat irrépressible, irréversible, la désobéissance civile. Le chef du Parti démocrate de Côte d'Ivoire fait partie des 3 candidats retenus par le Conseil constitutionnel aux côtés d'Alassane Ouattara. Le président qui brigue un 3e mandat après la mort de son Premier ministre et dauphin. Mais la Constitution limite les mandats présidentiels à 2, une disposition qu'a annulée le Conseil constitutionnel en août. L'opposition avait immédiatement contesté la légalité de cette décision, notamment dans la rue. Des manifestations et des heurts avec la police ont fait une 15aine de morts. En meeting pour Alassane Ouattara, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a accusé les opposants de vouloir déstabiliser le pays. Il y a des gens qui souhaitent le pire à la Côte d'Ivoire. Ils ont envie de voir la Côte d'Ivoire brûler. Ils ont envie de voir la Côte d'Ivoire à feu, à sang. Il faut leur dire que la Côte d'Ivoire sera... En fait, comme on a suivi, le président Alassane Ouattara est toujours là et puis l'opposition par les biais de l'ex-président Konan Bédié appelle à la désobéissance civile. Mais alors, on se demande en fait qui met le feu à la maison. Est-ce que vous avez une idée? Mais je pense que le président Alassane Ouattara a fait son temps. Personnellement, je pense qu'il n'aurait pas dû se représenter. Comme la première décision qu'il avait prise. C'était une bonne décision. Oui, c'était une bonne décision. Et comme l'ont dit certains Ivoiriens, le 3e mandat qu'il brigue là, c'est un mandat de trop. Ah, mais oui, mais puisque lui-même disait que si les autres, quand il disait les autres, c'était les anciens présidents, Konan Bédié et puis Laurent Gbagbo, s'ils revenaient, s'ils étaient candidats, lui aussi serait candidat. Et pourtant, il a écarté les autres. Bon, sauf que Konan Bédié, il est là. Et lui, il revient. Et je crois que ça pose un réel problème. Oui, bon, évidemment, il y a ces partisans qui le soutiennent. Mais en tant qu'Africain, je pense qu'il ne devrait pas se présenter. Et je suis sûr et certain qu'il va passer au premier tour, comme d'habitude. Mais oui, parce que souvent, ce sont des élections gagnées d'avance. Mais j'ai suivi le tribunal, le tribunal africain, en fait, a demandé qu'on puisse reconsidérer la candidature de Gbagbo, qu'on puisse leur remettre ici la liste de candidatures. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher? Non, je pense que c'est trop tard. Parce que de toute façon, c'est fait à dessein. Gbagbo est écarté. Soro est dehors, écarté aussi. Konan Bédié ne fait pas le poids. Non, je ne pense pas qu'il ne fait pas faire le poids. Alors, Alassane Ouattara a un boulevard devant lui
Et je suis sûr et certain qu'il va gagner au premier tour. Mais ça, c'est évident, parce que s'il est candidat et c'est lui qui organise l'élection, et comme nous savons comment se passent les élections en Afrique, alors il n'y a pas de doute qu'il pourrait être réélu entre guillemets, au premier tour. Il va gagner au premier tour. Et je pense que c'est ça que Konan Bédié a compris. Il a compris qu'Alassane va gagner au premier tour. C'est pour ça qu'il demande la désobéissance civile. Mais moi, ma crainte, c'est que le peuple ivoirien, c'est quand même pas un peuple amorphe. Est-ce que ça ne risque pas de créer d'autres situations comme à l'époque de post-électorale? J'espère que non, parce que cette situation avait causé beaucoup de destruction et beaucoup de morts. J'espère que la Côte d'Ivoire ne va pas revenir à cette situation-là. En tout cas, c'est notre vœu aussi, c'est ce que nous souhaitons au peuple ivoirien, que tout se passe bien. Je suis sûr qu'il y aura des dessus, mais bon, voilà, la vie continue. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale du pays demeure préoccupante. La paix n'y est pas encore totalement retrouvée. Certains éléments résiduels des groupes armés, aussi bien nationaux qu'étrangers, y sont encore actifs et continuent à semer la mort et la désolation. Ils s'attaquent non seulement aux éléments de nos forces armées, mais aussi aux soldats de la paix de la MONUSCO qui nous assurent de leur appui logistique ainsi qu'à la population civile. Tout cela dans le but de saper les efforts déployés par le gouvernement pour la stabilité de la République démocratique du Congo et de la région. Ces groupes armés pratiquent une guerre non conventionnelle et asymétrique. Ils agissent en totale méconnaissance de la valeur humaine et commettent des exactions et des violations massives des droits humains, notamment par des viols et des massacres à répétition des populations civiles dans les coins isolés de certains territoires bien connus de l'Est du pays, à l'instar de la région de Beni et ses environs, de Djougou en Ituri et de Rutshuru. Le constat établi démontre d'une manière générale que ces groupes armés disposent des moyens qui leur permettent de poursuivre leurs activités. Ces moyens proviennent souvent de l'exploitation illicite des ressources naturelles écoulées en dehors de la République démocratique du Congo, à travers des réseaux bien établis et sans aucun doute avec l'aide de certains souteneurs. Nous ne pouvons pas en effet arriver à neutraliser les groupes armés sans éradiquer leurs sources d'approvisionnement et d'appui que sont ces réseaux et autres souteneurs. Je lance un appel à la communauté internationale afin que des sanctions appropriées, ciblées et efficaces leur soient appliquées. Monsieur le Président, c'est dans ce contexte général que s'inscrivent la revue et le dialogue stratégique pour la transformation de la présence onusienne en République démocratique du Congo. En attendant que nous puissions nous convenir sur les contours définitifs de l'avenir de la MONUSCO sur le territoire national, le vœu de la République démocratique du Congo est de voir pendant cette période de préparation à la sortie le renforcement de la collaboration sur le terrain au sein des unités de la MONUSCO et avec les FARDC afin que la puissance de feu attendue pour protéger la population et restaurer la paix, la sécurité et l'autorité complète de l'État sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les localités où la présence des groupes armés est encore visible, soit effective. Ma détermination est de redonner le plus tôt possible le sourire aux populations de l'Est de mon pays qui vivent dans l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Pour ce faire, la République démocratique du Congo s'inscrit en faveur du principe d'accroître la capacité opérationnelle de la brigade d'intervention
notamment en la dotant d'unités spéciales adaptées à la guerre asymétrique que nous imposent les groupes armés. Ah oui, M. Victor, nous venons de suivre M. Félix Tshisekedi. Vous venez du Congo. Quel est votre sentiment à part tout ce sang qui coule et qui ne s'arrête pas? Et puis aussi, on va commenter par rapport au discours du président de la République. Disons que ça fait longtemps que j'ai été au Congo. Je suis l'actualité. Vous suivez quand même l'actualité? Oui, je suis l'actualité attentivement comme toute personne originaire du Congo. Et je suis triste de voir ce sang qui coule tous les jours. Disons que je n'ose même pas regarder, même lire ces informations-là. Tellement on a l'impression que ça va s'arrêter, mais ça continue. Oui, c'est quand même triste, puisque même aujourd'hui, c'est vrai, à l'Est, c'est tous les jours, c'est devenu le quotidien là-bas. Mais aujourd'hui, on a suivi à Lubumbashi aussi, il y a eu plus de 20 morts. Mais on a l'impression que le gouvernement est passif. Est-ce que ce n'est pas votre sentiment non plus? Oui, c'est le sentiment, je pense que c'est mon sentiment, c'est le sentiment de la plupart des personnes originaires du Congo, des Congolais, que le gouvernement, à travers les forces armées de la République démocratique du Congo, semble quelque peu dépassé par les groupes armés. Et il y a des civils qui meurent, il y a l'insécurité. C'est vraiment dommage. Mais c'est quand même surprenant, parce que quand on a suivi le discours du président Félix, il n'arrive même pas à citer, il parle des réseaux. Mais c'est que les réseaux. Peut-être qu'il ne veut pas citer nommément ces réseaux ou ces groupes armés, mais je pense qu'il dispose des informations par rapport à ces groupes armés et ces réseaux. Mais il a parlé de pays par lesquels transitent les matières premières qui permettent à ces groupes armés de s'acheter des équipements militaires. Alors, il doit être au courant. Oui, mais pourquoi ne pas citer ce pays-là? Ben, je pense qu'il veut garder des relations de bon voisinage avec ce pays. Mais avec ces pays qui permettent qu'on puisse nous envahir et qui, clairement, parce que j'ai l'impression que le Congo est occupé. Pas tant que ça, hein, mais je pense que la situation sécuritaire est problématique au Congo. Les groupes armés sont des groupes armés congolais. Bon, il a dit qu'il y avait des groupes armés étrangers aussi, sans doute. Il est mieux placé pour le savoir. Mais quand ces Congolais, ils sont financés comment? Ils sont armés comment? Ça passe par quel pays? Comment ça se passe? Et tout ça, on ne comprend pas. C'est ça. Je pense, comme il a dit, il y a des réseaux au niveau des pays limitrophes qui permettent l'approvisionnement de ces groupes armés. Mais ce qui est quand même choquant, c'est que quand on est ici, par exemple, quand il y a quelqu'un qui meurt quelque part, ou qu'on peut s'attaquer à la population, on voit les premiers ministres qui interviennent, ou le président de la République ailleurs, par exemple, qui interviennent. Mais au Congo, on n'entend rien. C'est comme si rien ne se passe. Et pourtant, tous les jours sur les réseaux sociaux, on voit des images de morts, du sang. Oui, je pense qu'ils sont au courant de tous les massacres, tous les morts au niveau de l'Est et du Nord-Est du Congo. Et c'est étonnant de voir qu'ils sont muets par rapport à cela. Bon, évidemment, le discours du président montre que le gouvernement n'est pas si indifférent, mais au quotidien, on a l'impression qu'ils sont muets. Oui, effectivement, parce que le discours du président montre, c'est vrai qu'ils ne sont pas muets, mais on a l'impression qu'il y a une certaine incapacité du pouvoir à gérer la situation. Oui, une certaine léthargie, parce que les morts se succèdent. Même là, le président était parti dans l'Est après son élection, et il avait dit qu'à partir de ce moment-là, il n'y aurait plus de massacres. Mais les massacres ont continué. Ah oui, et c'est triste. Et si vous aviez un petit message à tous ces gens qui nous suivent actuellement et qui sont dans ces régions-là, qui souffrent, qui ne savent pas de quoi sera fait demain, qu'est-ce que vous leur direz? Ben, je leur dirais courage. Je ne sais pas, je pense que les gouvernements, les MONUSCO sont sur place et devraient être capables de ramener la paix. Alors,
je souhaite simplement que la paix revienne. Je ne pense pas que c'est la MONUSCO qui doit ramener la paix au Congo ou ailleurs. Ce sont les soldats, les militaires du pays, peut-être secondés par la MONUSCO. Oui, absolument. L'ONU, en fait. Absolument. Ah oui, et voilà, donc la situation continue, le sang continue à courir à l'est du Congo et on se demande jusqu'à quand. Et nous allons devoir passer aux informations de la communauté ici à Edmonton. Nous allons commencer par les cités Guy Lacombe pour la famille et puis nous suivrons le porte-parole du groupe de soutien contre les racismes. Elias et je suis la présidente du CA pour l'Institut Guy Lacombe de la famille. Nous sommes devenus un Family Resource Network pour tout le nord de l'Alberta. Alors, on va donner des services aux personnes, aux francophones, aux francophiles d'Alberta, à Edmonton, juste au nord de Leduc. Alors, on veut vraiment appuyer les familles francophones aux zones nord. Ça inclut Grand Prairie, Rivière-la-Paix, Falaire, Plamondon, Saint-Paul, Bonnyville et surtout Edmonton, toutes les régions, Jasper aussi, pour leur donner des outils et leur appuyer dans leur aventure parentale et aussi pour appuyer les enfants aussi de 0 à 18 ans. Bonjour, comme la présidente vient de le dire, nous sommes devenus depuis avril 2020, nous sommes devenus un centre de ressources familiales. Nous étions un centre d'appui parental, maintenant nous sommes un centre de ressources familiales. Et le centre de ressources familiales, désormais nous nous occupons, nous sommes basés plus sur l'éducation parentale et sur les jeunes de 0 à 18 ans, alors qu'avant on s'occupait juste des enfants de 0 à 6 ans. Donc l'éducation parentale, c'est la priorité. Donc nous allons faire beaucoup d'ateliers de formation pour les parents sur l'éducation de leurs enfants. Nous avons toujours notre triple P qu'on faisait déjà d'abord, mais on va continuer le triple P. Et on a surtout, et le nouveau programme qu'on a, c'est vraiment, on a maintenant une travailleuse sociale qui va aller visiter les gens à la maison, donc, tous les personnes qui ont des enfants de 0 à 6 ans, notre travail social, les francophones, francophiles qui le veulent, tout notre travail social ira chez eux à la maison, voir comment ça se passe, donner des informations sur l'éducation parentale, les inviter à venir à nos ateliers. Ok, bonsoir Sarah. Alors, nouvelle directrice et nouveau challenge avec un nouveau programme. Que pensez-vous? Comment est-ce que vous allez gérer les deux challenges, à la fois nouvelle directrice et le nouveau programme que vous venez de lancer? D'accord. En fait, je crois que c'est des challenges qui sont super positifs. Premièrement, l'Institut, comme vous le savez maintenant, est passé d'un centre d'appui parental à un centre de ressources familiales. Ce que ça veut dire, c'est que nous répondons maintenant aux besoins de toute la famille pour les enfants de 0 à 18 ans. Et donc, nous sommes en mesure vraiment de répondre de façon ciblée aux besoins de la famille et de tout le monde. Et je crois que c'est un beau défi à relever et que l'équipe est prête à le faire. Et maintenant que vous allez lancer le nouveau programme, est-ce que vous pensez avec la situation de Covid, vous pourriez faire venir les parents parce qu'ils ont la crainte du Covid? Nous avons développé quelques stratégies pour pouvoir pallier à cette situation. Premièrement, certains ateliers se font en ligne et quelques activités se font sur place. Et nous avons mis toutes les mesures en place pour respecter toutes les mesures de sécurité de la COVID. Premièrement, on respecte la distanciation sociale, on offre des masques aux familles, on a on a beaucoup de procédures en place pour pouvoir pallier à ce problème-là. Et voilà, nous sommes arrivés... Ah non. Ça va couper. On continue? De la communauté francophone de l'Alberta, au nom du groupe de soutien contre le racisme, je voudrais vous remercier pour votre participation à notre forum qu'on avait organisé le 22 août 2020. Vraiment, ça a été un grand succès pour nous. C'est une fierté pour nous. Je vous remercie beaucoup.
Et ce message est pour vous dire qu'on ne s'arrête pas là, on continue et nous allons travailler sur vos témoignages que nous avons reçus et que vous aurez les rapports finaux qui va être publié dans quelques semaines et nous allons travailler ensemble avec vous pour le futur. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Victor pour avoir bien voulu répondre à notre invitation. Et merci à Quentin Eboa qui réalise cette émission. Et à la prochaine occasion. Et en attendant, bon vent.